tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est déjà fin de semaine, je n'ai pas du tout eu le temps de vous prendre en vidéo au cours de la semaine, ça a été assez chargé, assez mouvementé, j'ai pas eu une minute à moi. Donc voilà, on est déjà fin de semaine, c'est pas grave. Vous avez pu voir quelques images d'un événement auquel j'ai pu assister mercredi. C'était à Bruxelles, c'était un événement, une rencontre en toute intimité, un tea time avec Maxime Chatham qui est un auteur de polar thriller, un des plus connus en France. Je ne l'avais encore jamais lu jusqu'à maintenant. Je viens de terminer La Constance du Prédateur, qui est le roman qui vient de sortir chez Pocket. Alors bon, voilà, c'est un tome 4. J'ai commencé par un tome 4. Ça n'a absolument pas été problématique pour le découvrir et pour... voilà, il s'arrange toujours pour que les histoires puissent se lire indépendamment. Donc voilà, ça n'a pas posé de problème, si ce n'est que j'ai très envie de découvrir les tomes précédents pour en apprendre plus sur le passé de Ludivine, ce personnage central, l'héroïne grosso modo de ce quatrième tome, la gendarme. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je ne vous en parlerai pas dans ce vlog-ci, ça sera celui de la semaine prochaine parce que je veux d'abord clôturer en vous parlant des lectures de janvier. Voilà, et j'aurai pas le temps là de vous en parler dans celui-ci, donc ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça a été une très jolie découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a une grosse bibliographie et maintenant j'ai quand même très envie de pouvoir le découvrir davantage. En tout cas, cette rencontre avec Maxime Chatham a été vraiment super chouette. C'est un mec à la fois très simple et en même temps vraiment très sympathique. C'est une pipelette, donc quand on lui pose une question, il est parti pour une demi-heure. Non, vraiment, c'était un très joli moment. C'était hyper intime. On était 5 avec lui, donc enfin 5 lecteurs plus lui, donc c'était vraiment un tout petit comité et c'était hyper facile, c'était hyper agréable. Les 4 autres lecteurs étaient des Belges puisque ça se passait à Bruxelles. J'étais la petite Frenchie du groupe et c'était vraiment un moment très agréable organisé par les éditions Pocket et par Iris Noir. Merci beaucoup aux organisateurs pour ce moment privilégié qui était vraiment très sympathique et qui m'a permis de découvrir l'auteur. C'était vraiment chouette parce que je le connaissais pas. Alors évidemment, Maxime Chatham, le nom, oui, je le connaissais, mais je l'avais jamais lu et j'avais pas encore vraiment eu l'occasion de regarder son parcours et en amont de la rencontre, du coup, j'avais commencé à regarder un peu le parcours qu'il avait eu et je trouve ça assez fascinant et assez passionnant. Bref, voilà, c'était vraiment chouette de pouvoir faire cette rencontre-là et je vous reparlerai très vite du coup de cet auteur et de ce roman La Constance du Prédateur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je referme cette parenthèse semaine et cette parenthèse Maxime Chatham. Je vais d'abord découvrir avec vous plein de choses. Bon alors, il y a un papier que j'ai déjà ouvert parce que j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Voilà, j'ai tout ça à ouvrir. Alors, le premier roman, j'ai déjà ouvert le paquet. C'est La Maison dans les bois, un roman de Anna Reyes publié aux éditions Hauteville Suspense. Je vous lis ça. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie, Aubrey, s'est effondrée raide morte devant Franck, un énigmatique jeune homme avec qui elles avaient passé tout l'été. 7 ans plus tard, lors d'une énième nuit d'insomnie, Maya tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle une jeune femme s'effondre de la même manière qu'Aubrey, des années plus tôt, devant la même personne, Franck. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale du Massachusetts pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Franck lui avait fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de conte de fées. C'est tellement intriguant, cette quatrième de couverture. Il est prévu ce mois-ci, je vais donc vous en reparler très prochainement et j'ai hâte de pouvoir découvrir ce que cache cette cabane au fond des bois. Ah, j'ai plus de place, je sais pas où poser mes affaires. Voilà. Ensuite,
Yeah. Il s'agit d'un roman Charleston, la bibliothèque ambulante des Appalaches. Déjà, j'adore le titre. Kim Michelle Richardson. Alors, 1936, Kentucky. Au cœur des bois de Troublesome. Ah. Alors, Troublesome, moi je le dis à la française, ça se dit pas du tout comme ça. Troublesome Creek. Vit la jeune Cussie Mary Carter. Dernière descendante d'une étrange lignée de montagnards à la peau bleue originaire de France. À travers ces territoires désertés, en proie à la violence et à la pauvreté, la jeune femme solitaire s'est donnée pour mission d'offrir une échappatoire à travers la lecture à ceux qui n'ont rien. Chaque jour, elle parcourt de longues distances sur sa mule pour apporter des livres aux habitants des montagnes du Kentucky. Mais elle va bientôt devoir affronter des préjugés aussi vieux que les Appalaches. Cool! Kim Mitchell Richardson nous offre une plongée fascinante dans le Kentucky des années 1930 aux côtés d'une héroïne puissante qui affronte vaillamment la cruauté du monde. Trop chouette, ça me donne très envie. Alors, est-ce que il y a des avis? Yes. Je vais prendre au pif. Alors ici, une histoire déchirante, oh, et un voyage passionnant au cœur du Kentucky grâce à Bluette, qui garde sa foi et son amour pour les livres. Un roman unique et inoubliable qui aborde avec force et finesse l'Amérique profonde des années 1930 à travers le parcours d'une héroïne bouleversante, modèle d'espoir et de courage. Trop chouette! J'ai hâte de pouvoir découvrir ce roman. Ensuite, ah oui, alors, Quelques secondes d'éternité. C'est un roman de Jean-Luc Malbruno publié aux éditions City. L'auteur m'a contacté pour me proposer de recevoir son roman. Alors, il me semble qu'il va sortir en poche en avril. De mémoire, hein. Je suis plus sûre à 100%, mais je crois que c'est ça. J'ai accepté de le recevoir. Alors je suis dans une période où on me sollicite beaucoup. J'ai beaucoup d'auteurs qui me sollicitent pour pouvoir lire leurs ouvrages, mais je suis surchargée en service presse. Donc là j'ai tout stoppé. Les demandes qui émanent d'auteurs directement, pour l'instant je stoppe. Pour le coup, il m'a proposé ça début janvier, c'était pour avril. Je me suis dit, ça me laisse enfin, l'idée c'était de pouvoir le découvrir pour la sortie du poche, donc ça me laissait un petit temps devant moi. Et en fait, ça me tentait pas mal la couverture, la quatrième de couve. Donc j'ai accepté. Je me suis fait une petite exception dans ma période de stop. Service presse, mais voilà, je vous lis la quatrième de couve. Depuis 3 ans, Justine affronte le coma de Guillaume, son mari. Sa vie est désormais rythmée par les visites quotidiennes à l'hôpital, malgré le silence, malgré la peur de voir l'homme qu'elle aime s'éteindre à tout instant. Sa vie bascule le jour où elle apprend l'existence d'un traitement expérimental qui permettrait à Guillaume de rouvrir les yeux et de sortir de son coma. Seulement, cet espoir a un prix. Son mari ne disposera que de 24 heures avant de retomber irrémédiablement dans sa léthargie. Impossible de refuser ce miracle, aussi bref soit-il. Pour elle, pour leur petite fille, elle accepte, bien décidée à vivre pleinement ces 24 heures. Une journée qui défilera comme un condensé de vie, une journée où chaque seconde sera un instant de bonheur, envers et contre tout. Voilà. Quand j'ai lu cette quatrième de couverture, ça m'a retourné un peu le bide et j'ai pas pu résister, j'ai eu envie de découvrir cette histoire. Donc voilà, merci beaucoup à Jean-Luc Malbruno pour la proposition et pour l'envoi de ce roman. Alors du coup, par contre, il sera pas lu ce mois-ci, hein, je l'ai prévu pour fin mars. Pour pouvoir en parler au moment de sa sortie. Ensuite, oui, alors, tada!
Ne vois-tu rien venir de Amélie Antoine. Un roman qui est publié aux éditions Syros, c'est un roman jeunesse, alors qui n'est pas vendu comme tel, mais qui reste une adaptation de Raison obscure, roman adulte de Amélie Antoine, que je n'ai pas lu. Initialement, je voulais le lire en amont pour pouvoir découvrir celui-ci. Amélie m'a dit non, mais t'es pas du tout obligée de lire le roman adulte en amont, puisque de toute façon, Syros ne vend pas du tout ce roman comme étant une adaptation, même si dans les faits, ça en est une, même si voilà, la fin a priori est différente de ce que j'ai compris. Toujours est-il que j'ai très très envie de lire le roman adulte Raison obscure parce que j'en ai entendu énormément de bien. Je découvrirai celui-ci avant et c'est pas grave en fait, on s'en fiche un peu de l'ordre. Alors, il sort quand? Je crois qu'il est sorti déjà il y a pas longtemps. 1er février. Voilà, il est sorti cette semaine et apparemment c'est vraiment... Enfin déjà Raison obscure c'est vraiment un beau roman, un roman bouleversant de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'en a dit et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir à mon tour. Mais celui-ci du coup est vraiment un roman qu'il faudra mettre entre toutes les mains de la jeune génération. Alors là on dit un roman choc sur les mécanismes du harcèlement scolaire, bouleversant et nécessaire. Ouais, je vous lis la 4e de couverture. Une rentrée scolaire semblable à tant d'autres. Un collège ordinaire. 2 adolescentes dans la même classe de 3e. D'un côté, Sarah, élève populaire et charismatique, de l'autre, Orlane, la nouvelle. Elles auraient pu devenir amies, mais Sarah décide de cristalliser les regards et la haine sur Orlane, et de transformer sa vie en un véritable enfer. Un roman puissant et engagé contre le harcèlement scolaire, avec une postface d'Emmanuelle Piquet, psychopraticienne spécialiste du sujet. Voilà, je l'ai prévu évidemment ce mois-ci, en février, et là tout bientôt. A priori, normalement semaine prochaine. Alors, il fait combien de pages? Il fait environ 300 pages, mais mes romans jeunesse, ça devrait se lire assez bien. Voilà, donc ça c'est semaine prochaine. Ensuite... un roman Nami, un lundi parfum matcha de Michiko Ayoma. Ce lundi-là, l'énigmatique propriétaire du Café Marble à Tokyo organise une séance de dégustation de thé. Caché sous les cerisiers qui changent de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme alors en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser l'amertume de l'existence. Une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le Nouvel An, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite fille, alors qu'un chat blanc comme neige observe paisiblement les étonnants humains qui l'entourent, le Café Marble devient le lieu de rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. C'est un délicat roman choral sur la beauté et la fragilité des relations humaines. Elle est toute cosy et toute douce cette couverture, j'aime beaucoup. Ensuite, le nouveau roman de Lucie Diamande, Les plus beaux jours de nos vies. Alors, la vie commence à 35 ans. Oh, cool, je suis qu'au début de ma vie. Génial. C'est ce que s'est toujours dit Lénie. Mais malheureusement pour elle, la vie s'achève à 35 ans. Oh merde. Le soir de son anniversaire, cris et reproches jaillissent, brisant le fragile équilibre familial dont elle était la gardienne depuis tant d'années. Et lorsqu'elle est victime d'un terrible accident de vélo quelques semaines plus tard, les Mackenzie dévastés vont devoir apprendre à redevenir une famille sans elle. Alice, la sœur cadette, n'a plus qu'une obsession, comprendre les jours qui ont précédé la tragédie. Belinda, la mère, cherche désespérément des signes de l'au-delà auprès d'une voyante australienne, tandis que le père, qui s'apprête à vivre une nouvelle paternité,
tente de rattraper le temps perdu avec sa première famille. Quant à Will, le dernier né, c'est sur une plage thaïlandaise qu'il espère oublier sa peine et sa culpabilité. Un récit bouleversant qui révèle les liens indestructibles forgés par l'amour et la capacité étonnante de l'âme humaine à trouver la lumière au cœur des ténèbres. Trop cool. Je regarde le nombre de pages parce que, ouais, 440. Trop cool. Oh là là, que de belle réception. Et enfin, le dernier. Ah! Je suis contente parce que j'ai prévu de le commencer début de semaine prochaine. Il sort le 8, je crois. Châtiment, le nouveau roman de Céline Dangean. C'est un one-shot. Alors, depuis qu'un fou furieux a tué maman, la rage qui couvait au fond de moi est sortie de ses gonds. Je la sens là, qui enfle, gronde, bouillonne. Elle ressemble à un monstre qui me soulève le ventre. Une violence sourde ronge la très respectable famille Bellegarde, dont la mère, Marie-France, a été sauvagement assassinée. Les fondations de l'édifice familial vacillent. La major, Louise Comon trouvera-t-elle la faille pour percer à jour les secrets du clan? Je dis c'est un one-shot, mais Louise Comon, c'est déjà Louise Comon qui l'a dans le précédent. J'arrive. Bah oui, donc en fait c'est pas un one-shot. Je sais plus qui m'a dit que c'était un one-shot l'autre jour, mais non, c'est la suite. Hein. Ta-da-da. Bon, le truc c'est que j'ai pas lu Matrice, qui est le tome 1 de Louise Comon, mais c'est pas très grave. Petit marque-page glissé dedans. C'est pas très grave. J'ai lu Précipice, ça m'a pas dérangé. Donc j'avais beaucoup aimé Précipice, c'était hyper chouette. Et je me ferai un plaisir de découvrir Châtiment en début de semaine prochaine. Voilà. Trop cool! Merci beaucoup pour ces merveilleux envois, mais ces merveilleuses réceptions. Je vous en dirai des nouvelles très prochainement. Et sur ce, on se retrouve tout bientôt parce que il y a pas mal de bouquins dont il faut que je vous parle avant la fin de ce vlog. Ça va encore être un vlog qui va durer 1 heure, mais je dois vous parler de tout ça. Ça fait du taf. Ciao! Je reviens après une longue absence, j'ai complètement déserté, je n'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit au cours de ces derniers jours, de cette dernière semaine. Ça a été très chargé, entre des vadrouilles à Paris pour certains événements, le boulot et puis des visites à ma sœur et à ma petite nièce. Voilà, ça a été un peu chargé donc j'ai pas du tout pris le temps. Je reviens donc aujourd'hui rattraper mon retard et vous parler de tous les romans que j'ai lus au cours de ces dernières semaines et dont je ne vous ai pas encore parlé. Je commence de suite.
avec ce roman, La Rose de Minuit de Lucinda Riley, publié aux éditions Charleston. C'est une réédition qui vient de sortir là en janvier. Un roman historique à double temporalité, j'ai dit temporalité, non, rien à voir. Temporalité, une sorte de saga familiale qui est remplie de secrets de famille, de non-dits, tout ce qu'on aime et que fait très bien Lucinda Riley. Donc dans ce roman, on rencontre Rebecca Bradley, qui est une célèbre actrice qui atterrit au domaine d'Asbury Hall en Angleterre parce que c'est le lieu de tournage de son prochain film. C'est un lieu dans lequel elle se sent immédiatement bien, à son aise, parce que c'est un endroit qui dégage beaucoup de sérénité, mais pas que, c'est aussi un endroit assez mystérieux parce que Rebecca va vite se rendre compte qu'elle est le portrait craché de Violette, la grand-mère du propriétaire d'Asbury Hall. C'est pas du tout Asbury Hall là, hein, pour info, mais bon. Bref, donc forcément Rebecca va trouver ça très étrange et elle va vouloir percer un peu les mystères d'Asbury Hall. Elle sera aidée notamment par Harry qui va arriver sur ce domaine d'Asbury Hall en ayant remonté un peu le fil de son passé sur demande express de son arrière-grand-mère Anaïta. Harry vient d'Inde. C'est donc un roman qui nous fait voyager, qui nous fait passer d'Inde en Angleterre. Je vais pas en dire plus sur le pitch, je vous laisserai découvrir. Il y a une alternance passé-présent que j'affectionne particulièrement et qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai beaucoup aimé toute la partie sur la jeunesse d'Anaïta, l'arrière-grand-mère d'Harry. J'ai trouvé ça passionnant, vraiment. On en apprend, on découvre beaucoup de choses sur les coutumes de l'Inde et c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Il y a eu sur le milieu du roman un petit moment de flottement où j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et puis des sortes de romances un peu trop romance justement, trop facile, trop cucu entre guillemets. C'est pas tellement mon truc moi ça, les romances un peu trop à l'eau de rose, tout ça, bon ça va 5 minutes mais c'est pas ce qui me plaît particulièrement et il y a eu un moment où j'ai un peu ressenti ça, le côté un peu trop romance. Donc ce moment-là, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu long. Et puis sur la fin, ça a ressaisi mon attention. J'ai été de nouveau captivée par l'histoire et j'ai adoré la fin de ce roman. Les personnages qu'on découvre dans ce roman sont très attachants. Tous, certains sont pénibles aussi, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que les personnages étaient très sympas. Alors, en termes de thématique, il va être question d'amour impossible, complexe, de famille aussi assez dysfonctionnelle. Il est question de racisme aussi, voilà, c'est un roman qui est rempli de mensonges, de secrets, de non-dits, de trahisons, de vengeance. Et ça, c'est assez sympa. Il y a tout qui se mélange assez subtilement. La plume de Lucinda est très fluide et très habile. Et ça rend la lecture assez addictive. Donc ça, c'est très sympa aussi. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus sur ce roman. C'est très sympa. C'est un pavé, mais qui se lit vraiment facilement. En fait, comme tous les romans de Lucinda Riley qui sont conséquents en termes de pages, finalement, une fois qu'on est pris dans l'histoire, ça se lit quand même très très rapidement. Le dernier chapitre la fin, j'ai adoré cette fin. Ce dernier chapitre m'a complètement emballée, j'ai adoré. Ça a été une très jolie histoire qui m'a beaucoup plu. Voilà, je vais pas en dire plus sur ce roman. Pause lecture. Entre deux chroniques, entre deux retours lecture, je vais ouvrir des choses parce que j'ai des paquets qui sont arrivés. Alors, le premier. Il
s'agit d'un roman Nami Poche. Je crois que c'est le premier Poche Nami que je reçois. Alors, c'est peut-être même le premier qui sort, je ne sais pas. Charlie Jonas, bienvenue au Café Chat. Lorsque la sympathique vieille dame qui habite à côté de chez elle part en voyage, Léonie accepte d'héberger sa chatte, Mimi, une mignonne boule de poils blanches comme neige. Mais contrariée par ce déménagement forcé, Mimi s'applique à saccager les deux pièces de Léonie et à lui faire passer des nuits épouvantables. Désespérée, cette dernière demande à son amie Maxie, grande amoureuse des chats, de garder le petit diablotin dans son salon de thé-librairie. En moins de temps qu'il n'en a fallu pour détruire le canapé en lin de Léonie, Mimi devient la maîtresse des lieux, s'approprie les chaises les plus confortables et dort sur les étagères. Et sous l'impulsion de sa nouvelle mascotte aux pattes de velours, le salon de thé se transforme bientôt en café-chat, où les solitaires se lient, les querelleurs trouvent un terrain d'entente et les cœurs farouches un partenaire. Une comédie craquante et réconfortante célébrant les facétieux compagnons qui viennent chambouler tendrement votre existence. Cool. Je jette un œil là parce qu'il y a ma boule de poils à moi qui est en train de faire sa petite toilette juste à côté. Hop là. Et de 1. J'en ouvre un deuxième. Je suis intriguée par tous ces paquets. Tadam! Le livre du Mojo, le guide pratique et ludique pour retrouver l'étincelle de vie, aux éditions Animae. C'est un ouvrage de Mallory Malmasson. Alors, tu aimerais retrouver l'énergie et l'enthousiasme, la motivation pour des projets qui te font vibrer, découvrir tes passions, réussir ce que tu entreprends, te sentir vivant et inspiré, puise dans ton mojo. Le mojo, c'est cette source infinie d'énergie intérieure qui renforce ta confiance en toi et te donne des ailes. Grâce à cette méthode, tu vas découvrir toutes les clés pour retrouver cette énergie qui te permettra de te surpasser et de réaliser tes rêves. Petit à petit, grâce aux exercices, tests, astuces, checklists et visualisations du livre du mojo, tu vas voir émerger la joie et cette petite étincelle unique qui te définit. Un élan de vie et de créativité va se développer et te guider tous les jours. En bonus, le Mojo Challenge, un programme de 30 jours pour intégrer en douceur de nouvelles habitudes qui vont changer ta vie. Alors, prêt pour l'aventure ? En tout cas, c'est aéré, donc je pense que ça sera agréable à lire. Ouais. Avec des petites... Ça peut être très sympa. Il y a des petits exercices. Cool. Très cool. Je reviens vous parler très brièvement de ce roman graphique, Les Sirènes de Bagdad. C'est une adaptation du roman de Yasmina Khadra et c'est réalisé avec les illustrations de Winock. Winock ou Vinock, je ne sais pas tellement comment se prononce son nom. C'est une BD qui est sortie chez Phileas. Et alors, moi, je n'ai jamais lu le roman de Yasmina Khadra, donc c'était une découverte totale de l'histoire et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une histoire absolument terrible, puisque en gros donc ça se passe en Irak sous occupation américaine. Les GI américains là, vont en gros malmener et humilier un père de famille et ça va faire complètement basculer la vie de son fils. Qui va en gros devenir un prétendant idéal pour les organisations terroristes, grosso modo. Donc en fait, c'est une adaptation, c'est un roman graphique et une histoire de manière générale, puisque c'est l'adaptation d'un roman, qui est bouleversante et qui va un peu nous expliquer comment... les circonstances dans lesquelles les organisations terroristes repèrent des personnes affaiblies par voilà, tout un tas de choses, des circonstances de vie, et vont les manipuler et les amener à devenir des terroristes prétendant au suicide et compagnie. L'histoire est
terrible, à la fois terrifiante. Il est question de beaucoup de violence, de manipulation, de massacre, d'humiliation, de vengeance. C'est bouleversant. Et en même temps, il y a aussi quand même beaucoup d'amour dans ce roman, et même un peu d'espoir. Mais bon, voilà, c'est une histoire incroyable et les illustrations de Winock servent le propos à merveille tellement elles sont empreintes comme ça de réalisme. J'ai trouvé ça fascinant. Voilà, donc ça a été une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé ce roman graphique-là. Je ne peux que vous le recommander. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut le roman, puisque je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, l'adaptation graphique et le roman graphique est très sympa. On va s'en ouvrir un autre. L'envers du divan, dans la vie de ma psy, de Delphine Pi et Juliette Mercier, aux éditions Le Duc Graphique. Vous savez, ma passion pour les éditions Le Duc Graphique. Alors, mais à quoi pense-t-elle quand je lui parle? Dans cette BD, Delphine Pi, vraie psy dans la vie, vous fait entrer dans son cabinet. Découvrez son quotidien et celui de ses patients, personnages hauts en couleur. Léa et ses troubles du comportement alimentaire, Carole, une mère en plein burn-out parental, Léon, un enfant avec un trouble oppositionnel, Jean et sa dépression. À travers leurs questionnements et leurs difficultés, mais aussi leurs progrès, suivez l'évolution de tous ces personnages au fur et à mesure de leurs séances. Addiction, angoisse, troubles obsessionnels, hyperactivité, à travers toute une galerie de portraits amusants et intéressants, apprenez-en plus sur les troubles psychologiques et leurs mécanismes. Travaillant en psychiatrie, forcément, j'ai été très tentée de découvrir cet ouvrage parce que je pense que c'est un moyen sympa, ludique et surtout ça a l'air d'être empreint d'humour, de pouvoir accéder aux troubles psychiques. Donc voilà, j'avais envie de m'en faire mon petit avis. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Fury. Fury, c'est le nouveau roman d'Alex Michaeli, publié aux éditions Calman Levy. Il vient juste de sortir début février. Alors, c'est un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience et dont j'attendais beaucoup. Parce que j'ai absolument adoré Dans son silence, du même auteur. J'avais trouvé que cette histoire était absolument incroyable. Donc j'attendais énormément de celui-ci, je l'attendais avec beaucoup d'impatience et pouf, c'est retombé comme un soufflet parce que j'ai pas adhéré à cette histoire. Donc je suis très déçue et je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir réussi à adhérer à cette nouvelle histoire. Histoire, parlons-en. On atterrit sur Aura, une île grecque, une île privée qui appartient à Lana Farrar, qui est une célèbre actrice, du moins une ex-actrice, et elle va décider d'emmener un groupe de proches amis sur cette île pour un séjour ensemble, un séjour paradisiaque. Du moins, c'est ce qui était prévu, mais le séjour ne sera pas aussi idyllique que prévu puisqu'un crime va être commis et le meurtrier sera l'un des 7 personnages de cette histoire. Je ne vous spoile rien, hein, ça on le sait dès le début, mais qui sera-t-il? L'histoire nous est racontée par Elliot, qui est l'un des 7 personnages qui étaient présents lors de ce séjour, qui est un ami de Lana Farrar. Et donc, ça sera lui le narrateur et il va nous raconter ce qui s'est passé, nous raconter les événements et au fil de son histoire, nous dresser le portrait de chacun des protagonistes. La narration est assez particulière parce que donc Elliot, le narrateur,
parle à la première personne, au jeu, et il s'adresse directement au lecteur en fait quand il raconte son histoire. Et ça, alors si sur le principe ça peut être sympa, moi ça m'a un peu agacée. La façon dont c'est fait, et puis même le personnage d'Eliot le narrateur m'agaçait vraiment beaucoup. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que le début est très très lent. Donc dès que je posais le livre, j'avais pas envie d'y revenir, c'était un peu compliqué. Le début est très lent, après on finit quand même par se prendre au jeu et par avoir envie de savoir ce qui s'est passé, de connaître le dénouement, comment ça s'est goupillé et puis surtout bah, qui est le coupable. Donc forcément les pages défilent quand même assez vite, hein, mais le début malgré tout était assez fastidieux, assez lent et puis surtout les personnages de ce roman bah ils me plaisaient pas. J'ai pas réussi à m'attacher, j'avais pas d'empathie pour eux, je les trouvais fades et pas particulièrement intéressants, donc ça n'aide pas. Euh, alors malgré tout, c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de rebondissements, ça n'arrête pas. C'est un roman dans lequel il est question de, de vengeance, de manipulation. Euh, c'est raconté sous forme d'une pièce de théâtre en plusieurs actes. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Dans la construction du roman, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, et en fait, le truc, c'est que malgré les nombreux rebondissements qu'il y a dans ce roman, bah, il y a pas de rebondissements qui m'ont donné un effet waouh. Alors, je les attendais pas plus que ça, ces rebondissements-là, je les avais pas anticipés. Mais malgré tout, quand ils arrivaient, je me disais, ouais, ok, sans plus quoi. Donc voilà, je vais pas en dire plus. J'ai été déçue par ce roman-là. Je peux pas dire grand-chose de plus. Alors je regarde ce qu'il disait derrière. Euh, Nous étions 7 en tout prisonniers dans ce décor sublime. Oui, parce qu'en fait c'est un peu comme un, un huis clos psychologique. Donc sur le papier, franchement, ça avait tout pour me plaire, mais dans les faits, je crois que j'en attendais vraiment trop. Donc ça l'a pas fait. Après, ça l'a pas fait. Je vais pas dire que j'ai détesté, hein. Je l'ai lu assez rapidement et en soi, l'histoire est pas mauvaise, est pas dégueu, est plutôt bien amenée et voilà. Juste, je pense que j'en attendais beaucoup trop et que donc forcément, je ne pouvais limite que être déçue. Mais voilà, je vous laisse le découvrir pour vous en faire votre propre avis parce que parmi les lectrices partenaires Kalman Levy, les avis sont très très mitigés. Il y a des personnes qui ont beaucoup aimé et il y a aussi beaucoup de personnes qui, comme moi, n'ont pas du tout adhéré. Donc voilà, je vous laisse vous en faire votre propre avis. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est le dernier chapitre avec un clin d'œil à Dans son silence. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Voilà. Allez, j'en ouvre un autre. Un nouvel ouvrage signé Le Duc graphique Amour pluriel de Laureana Alicia et Elena Coussi. Je vous lis la quatrième. Ce n'est pas toujours simple, le poli. Je suis entraînée dans des vagues émotionnelles fortes et une myriade de contradictions. Mais que c'est bon d'aimer plusieurs personnes et de s'apporter autant les unes les autres. Les unes, les uns, bref, lecture inclusive. Je me sens vivre. Au travers d'un univers onirique, laissant la place à l'expression du langage des sentiments, Laureana ah oui, en fait, c'est Alicia. Je sais pas comment c'est censé se dire. Alicia. Bref. Nous raconte une expérience polyamoureuse avec ses richesses et sa complexité. Une histoire qui nous amène à nous interroger sur la déconstruction de l'amour romantique et de l'hétéronormativité.
porté par les illustrations poétiques d'Elena Coussi. Je vais vous montrer quelques planches. Prises absolument totalement au hasard. Voilà. Et ben je vais découvrir ça prochainement, je vous en dirai plus dans peu de temps. Je reviens maintenant vous parler de Tanatea. Tanatea, c'est un roman de Sonia Delzongle, publié aux éditions Pocket, et il s'agit du premier roman que je lis de Sonia Delzongle. Ça signe donc ma découverte avec l'autrice, et waouh, quelle découverte! J'ai adoré cette histoire, et ça m'a donné vraiment très envie de découvrir davantage l'univers de Sonia Delzongle et d'explorer et d'aller découvrir ses précédents romans. Celui-ci, c'est un thriller psychologique dans lequel on rencontre trois femmes, Esther, Hélène et Leïla. Ce sont trois femmes, trois amies depuis l'enfance et accessoirement trois flics. Elles ont tout un parcours et un passé différent qui a laissé des traces. Elles ont chacune des secrets et des liens très forts qui les unissent. Alors, grosso modo, je vais pas en dire beaucoup sur l'histoire. Ce que je vais dire, c'est que il y a Esther qui va démissionner de son poste dans la police parce que elle en est à un moment où c'est devenu compliqué, où elle a vu des choses difficiles et voilà, il est temps qu'elle passe à autre chose. Et elle tombe sur une annonce d'emploi qui a l'air assez intéressante et qui l'emmène sur l'île de Tanatea, en plein cœur du lac Léman. Elle va atterrir sur cette île, dans cet endroit qui est un lieu un peu étrange, un peu mystérieux. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment chouette de pouvoir découvrir. Moi, j'ai plongé dans ce roman en ne m'attendant à rien de particulier. Et ça a été vraiment hyper chouette. Donc je vais essayer de pas trop en dire. Ce que j'ai adoré, c'est que l'intrigue est géniale. Elle est vraiment bien pensée et finement menée et je l'ai trouvée géniale. Le rythme est hyper prenant, c'est haletant et on est dans une ambiance tout au long du roman qui est assez brumeuse, qui est oppressante, un peu angoissante. La lecture est hyper addictive, on enchaîne, c'est rempli de rebondissements qui sont vraiment super. Les personnages sont captivants. J'ai beaucoup aimé chacune de ces trois femmes. Les thématiques qui sont abordées, donc il y a des thématiques différentes par rapport à chacune des femmes et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment super. Donc il y a évidemment la thématique de la mort, Tanatea. Il y a la thématique de la mort qui prend une grande place. Et ce qui est vraiment génial, c'est que cette thématique-là et la façon dont c'est abordé dans ce roman, l'approche qu'il y a, ça permet vraiment aussi une réflexion personnelle. Ça permet au lecteur de se poser des questions. On aborde notamment la question de la mort assistée. Et c'est un sujet hyper important et j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, je vais pas parler de toutes les thématiques qui sont abordées dans ce roman, c'est bien de pouvoir découvrir par soi-même. Le roman commence très fort par un chapitre qui prend le lecteur dès le début, puisque grosso modo, on se retrouve à l'enterrement de l'une des trois. Mais on ne sait pas laquelle, et pendant tout le long du roman, on va se demander mais de qui s'agit-il et qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en arrive là. Donc voilà, on est directement dans l'histoire et puis on n'a qu'une envie, c'est de connaître la suite pour comprendre. Et grosso modo, ces trois femmes sont hyper soudées, hyper unies. Il va y avoir un événement du coup qui va faire qu'elles vont automatiquement devoir
prendre un peu de distance avec l'une d'entre elles. L'une d'entre elles va disparaître, ne va plus donner de nouvelles, et à partir de ce moment-là, on va être plongé dans un tourbillon infernal, dans une enquête, enfin bref. Et puis tout finit par s'imbriquer et par se recouper, et j'ai trouvé ça vraiment super. Je ne vais pas en dire plus, mais je ne peux que vous recommander de découvrir Tanatea, parce que vraiment, ça a été une super découverte. Voilà, je vais continuer d'ouvrir mes petits paquets. C'est encore le truc graphique. Vieille, aigrie et toujours seule. Et alors, mon programme en 21 jours pour bien rater sa vie. C'est de Jessica Zimmerman, illustration de Somi Buzzy. J'adore ce que fait Stomy Buzzy, pardon. C'est signé Le Duc. Alors, Le Duc Humour. Donc, ça va évidemment être un petit ouvrage à prendre au second degré. Et ça, j'adore ça. Alors, je vous lis ce qui est écrit derrière. Maigrir en 21 jours. Faire de votre enfant un génie de lecture en 21 jours. Trouver votre point G en 21 jours. Rencontrer l'amour en 21 jours. Se faire des amis en 21 jours. Une ribambelle de théories foireuses pour devenir la meilleure version de soi-même, sauf qu'il y en a marre de ces mantras, de ces dictats et de ces concepts de développement personnel qui nous disent quoi manger, quoi dormir, comment dormir, se réveiller, réussir sa vie de couple, éduquer ses gosses. Moi, Jessica, un peu d'égocentrisme s'il vous plaît, je suis une nana banale avec une vie moyenne et franchement je ne m'en porte pas plus mal. Ce livre c'est mon moment de gloire, j'ai donc décidé de vous livrer mon anti-guide du bien-être en 21 jours et de vous donner les clés pour tout foirer. Le guide pour rester vous-même, en pire, en mieux, mais surtout celle que vous voulez être. Évidemment, un ouvrage second degré, et voilà, je pense que ça va me faire marrer. Alors, je prends au pif. Bon, pris au pif, ça donne rien. Comment être la personne la moins populaire du monde? Alors... Oh, le dernier, 21, comment louper sa mort? Bon. Je pense que ça va me faire marrer. Super. Merci beaucoup aux éditions Le Duc. Je vais continuer l'ouverture de mes petits paquets. Alors, pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle? De Ophélie Cellier, Thomas Piètre et Fanny Vella. Évidemment, qui dit Fanny Vella dit illustration à croquer. C'est chez Petit Le Duc. C'est cool, je vais pouvoir démarrer une collection pour ma nièce. Bon, évidemment, elle vient de naître, donc c'est pas pour demain, mais quand même. Un livre pour sensibiliser les enfants aux inégalités hommes-femmes. Oh! Quand Lou va chez Mamie et Papy, c'est toujours Mamie qui fait tout. Le ménage, la vaisselle, la cuisine. Lou trouve ça vraiment bizarre, comme si c'était toujours aux filles de faire les tâches ménagères. Lou demande alors à sa maman comment ça se fait et si un jour elle aussi devra faire comme sa mamie. Et ma nièce s'appelle Lou. Hop, toi!
Oh, merde. Il me bouffe mes plantes. Ah! Viens ici. Viens. Voilà. Pose-toi. Bon. Donc, bref, je disais quoi? Ma nièce s'appelle Lou. Voilà. Et je trouve ça génial, du coup. Petit vilain. Ne mange pas les plantes. Alors. Bon, ça va être hyper ludique. Trop cool. Voilà, je n'en montre pas plus, hein, parce que bon, c'est qu'un tout petit ouvrage. Ah, trop chouette. J'ai démarré une petite collection, là. On va mettre quelques années à pouvoir le lire, mais quand même, c'est trop cool. Et enfin, ah. Je m'en sortir, c'est pas gagné. Voilà. C'est le Clito-Oracle. 49 cartes pour explorer son corps et éveiller sa sexualité. De Caroline Fassi. Illustration de Marie-Félix. C'est un oracle qui sort chez First Edition. Alors. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Découvrez la puissance du clitoris pour aller à la rencontre de vos désirs. Le clitoracle replace le clitoris au centre de notre vitalité et remue en profondeur notre conception du plaisir féminin. Clé de l'épanouissement sexuel, cet organe trop longtemps ignoré est aussi une passerelle pour sortir du patriarcat et des injonctions de genre vers une société plus juste et égalitaire. En vous reliant à la puissance du clitoris et à son immense sensibilité, c'est votre monde intérieur et extérieur que vous allez reconsidérer, votre rapport à vous-même et aux autres. Explorez votre sensualité et revisitez toutes les sphères de votre vie depuis votre espace intime grâce aux 49 cartes de cet oracle réparties en 7 thématiques: santé, temporalité, interaction, société, épreuve, érotico-sexo et spiritualité. Alors, on va ouvrir et regarder un peu à quoi ressemblent ces cartes. Donc, quand on ouvre, il y a le livret. Et le jeu de cartes. J'ai mon pot de colle. Pose-toi. Alors, c'est marrant, elle colle pas. D'habitude, quand je découvre un oracle pour la première fois, toutes les cartes collent et du coup, il faut les séparer. Et là, c'est pas le cas. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre des cartes totalement au hasard pour vous montrer un peu ce que ça donne en termes d'illustration. Donc, domination,
réparation. Ça a un sens, hein, le phénix. Je prends au hasard. Ah bon, voilà. Orgasme. Consentement. Sororité. Santé sexuelle. Argent. Grossesse. Ménopause. Bon, alors, ok. Ça, c'était pour découvrir un peu les cartes. Guide de tirage et livret d'éclairage. À chaque tirage, prenez le temps de regarder attentivement les illustrations des cartes, leurs détails, leurs couleurs. Laissez-les vous chercher, vous embarquer en voyage. Ok. Alors, tirage intuitif pour faciliter le dialogue émotionnel. Ça se fait en 1, 2 ou 3 cartes. Ce tirage peut s'effectuer seul, en couple, entre amis, lors d'ateliers de sensibilisation à la santé et à la poésie sexuelle ou en thérapie. C'est un moment pour mieux vous écouter depuis votre précieux clitoris pour cheminer, vous comprendre, vous rencontrer seul et dans la relation aux autres. Après, donc bon, ça voilà, c'est pour pouvoir faciliter le dialogue. Après, tirage météo-clito en 1 carte. Vous pouvez poser une question qui sera éclairée par la carte ou tirer une carte qui vous choisit. Dans les 2 cas, on laisse venir celle qui inspire. Et en fait, on se pose une question. Là, l'idée, ce qui met, c'est que m'indique cette carte sur ma vie ici et maintenant. Donc ça, c'est tirage météo. Tirage d'ancrage en 2 cartes. Dans quoi je manque et vers quoi je tends. Tirage d'alchimisation en 2 cartes. Ce que je traverse, ce que je transforme. Tirage féminin-masculin en 3 cartes. Mon féminin, mon masculin et le pont à travailler dans la relation homme-femme. Voilà, ça c'est les tirages. Bon, moi en général, de manière générale, je fais souvent des tirages météo, grosso modo, où je pose une question, ou juste où je laisse venir un message, le message du moment. Donc, on va faire ça. Le petit message météo. Météo clito. Peut-être redresser un peu ça. Elles accrochent un peu quand même. C'est la matière fait qu'elles accrochent un peu. Alors, les 2 cartes qui se sont retournées sont désir et fantasme. Est-ce que ça en dit long sur mon état d'esprit du moment? Je ne sais pas. Ça me fait rire. On va regarder la signification de ces cartes. La première que j'ai vue, c'est celle-ci, désir. Alors, désir. Lové, je suis enlevée par ma remontée de sève. Je désire, je suis désirante, je suis désirée, je me sens désirable. Cette force sauvage me rassemble et me guide vers le plaisir. Ce que révèle la carte. Le désir ne se négocie pas, il surgit, nous échappe, revient. Fragile, intense, surprenant, capricieux, il se construit dans l'espace qui nous sépare, dans la distance, voire dans le manque.
Le désir a besoin de surprises, de mystères et d'inattendus, rappelle notre cher Alain Héril. Le désir peut être spontané, notamment en début de relation où la découverte et la nouveauté stimulent l'appétit. Il peut être déclenché par le rapprochement émotionnel, le fantasme, le jeu érotique, la lenteur, la redécouverte par les caresses sans enjeu d'acte sexuel. Il se nourrit de curiosité, de découverte, il se construit par l'inventivité des protagonistes. Loin de se limiter au sexe, le désir questionne sa propre intériorité, le rapport à soi et à l'autre. On s'intéresse là à la qualité désirante qui s'opère. Dans quoi ai-je envie de mettre de l'énergie de vie? Quelle relation, quel domaine, quel travail, nanana. Le désir de l'autre vient nourrir notre désir, mais on ne peut dépendre que du désir de l'autre. Les filles et les femmes sont encore beaucoup élevées pour répondre aux désirs des hommes avant d'écouter leur musique intérieure à elles. Qui mieux que nous-mêmes pour sentir ce qui éveille, stimule, démultiplie ou coupe notre désir? Un changement de paradigme est à l'œuvre avec le clitoris, organe consacré au plaisir. Nous sommes autonomes dans le chemin vers notre plaisir. Nous pouvons guider, nous pouvons varier les plaisirs, nous pouvons pénétrer et accueillir d'égal à égal. Si le désir sexuel semble acquis dans la relation amoureuse, il est bon de nuancer dans son approche du désir sa présence, sa baisse, son absence, ses variations. La routine sexuelle est à la longue fréquente dans le quotidien du couple et entame le désir. Les problèmes de la relation de couple apparaissent souvent avec le symptôme de la panne ou du fléchissement de désir dans la sexualité. Le faisceau causal est bien plus large et s'opère avant le lit. On pourra se poser la question de ce qui n'est pas dit quand nous sommes dans le non-désir. C'est toujours le bon moment pour s'occuper de sa libido. En tant qu'énergie désirante et créatrice, sous-tendue par la joie, cela suppose de s'investiguer en authenticité, au-delà des scripts normatifs pour rester présent à son désir intérieur et choisir la direction à lui donner. Et après, il y a une petite case agir et dire. Donc agir, je vais danser mon désir avec quelqu'un. Je pose le bout de mon index sur le bout de son index et le temps d'un morceau de musique en gardant mes yeux dans ses yeux. Je vais danser mon désir avec cette partenaire. Si... Ah, c'est lecture inclusive. Moi, j'aime pas ça, j'arrive pas à le lire. Si Yel a envie de danser son désir avec moi, Yel peut me le demander. je trouve ça insupportable à lire. Qu'est-ce que je désire quand je te désire? À quoi je repère en moi le désir? Qu'est-ce qui déclenche mon désir et galvanise mon plaisir? Bon après, c'est aussi libre d'interprétation. Il y a évidemment le livret pour orienter, mais on interprète aussi comme on veut par rapport aux mots-clés, par rapport aux images, aux couleurs, et voilà. Ok, bon, super. Eh ben merci beaucoup à First Edition pour l'envoi de cet oracle. Hop. On a terminé, on a terminé. Il y a encore beaucoup d'autres livres dont il faut que je vous parle, que j'ai lus, que j'ai terminé, mais on est un peu pris par le temps. J'ai pas envie de vous pondre un vlog de 2 heures. Déjà là, ça va être conséquent. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine et je vous en dirai plus la semaine prochaine parce qu'il y a encore au moins 5-6 romans que j'ai lus et dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc il y a de quoi faire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, profitez et puis à la semaine prochaine.